En France comme ailleurs, les deux guerres mondiales du XXe siècle ont fait basculer le monde dans une nouvelle ère, celle de la guerre industrielle, totale. Du littoral aux montagnes, des villes aux campagnes, ces conflits ont provoqué sur notre territoire des destructions à une échelle inédite, résultat d'un déferlement de violence inouïe. Blessé, notre pays porte aujourd'hui encore les cicatrices de l'histoire. Du champ de bataille de Verdun aux plages du débarquement, du village martyr d'Oradour-sur-Glane au maquis du Vercors, les paysages trahissent le déluge de fer et de feu qui a frappé le pays. Mais que faire de ces vestiges de guerre? Faut-il faire disparaître les ruines et reconstruire, ou au contraire les préserver? Dès 1919, la restitution de l'Alsace et de la Lorraine contraint le gouvernement à renforcer les défenses françaises à ses nouvelles frontières. Après des années de débats sur la stratégie à adopter, décision est prise de construire le plus près possible de cette frontière un ensemble fortifié pour dissuader toute tentative d'agression. C'est la ligne Maginot, avec sa célèbre devise « On ne passe pas ». La citadelle souterraine, immense usine, puissance formidable et mystérieuse, est habitée par des soldats mécaniciens, habiles à la manœuvre d'un armement d'une terrifiante précision. Des Alpes aux Ardennes, ce système puissant mais discontinu de fortification permanente va connaître un destin inattendu. La Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939. Pendant 9 mois, malgré quelques accrochages aux frontières, il ne se passe rien. C'est la drôle de guerre. Les forces alliées attendent l'attaque ennemie. Les troupes de forteresse, confinées à 30 mètres sous terre, vivent à la lumière artificielle, souffrent du bruit, de la promiscuité et de l'ennui. Le 10 mai 1940, Hitler lance son offensive. Forte d'une tactique associant avions et blindés, la Wehrmacht balaie les armées françaises et britanniques. Contre toute attente, les Allemands contournent la ligne Maginot, envahissent la Belgique et pénètrent en France par les Ardennes. Jamais les hommes tapis dans leurs forteresses souterraines n'avaient imaginé qu'ils seraient pris à revers. Les combats, sporadiques et violents, menés avec un héroïsme désespéré, n'y changeront rien. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. La France est défaite en 6 semaines, humiliée. L'armistice avec l'Allemagne est signé. Hitler tient sa revanche. Au lendemain du conflit, la ligne Maginot, muraille de France réputée inviolable, est raillée. Elle n'a finalement servi à rien. Son destin est scellé. Elle tombe peu à peu à l'abandon, puis dans l'oubli pendant plusieurs décennies. La ligne ne doit aujourd'hui son salut et sa redécouverte qu'à des associations de sauvegarde, animées par des bénévoles, comme ici, en Moselle, à Laudrefang. Le bloc 3 était là, la ligne Maginot est là, à quelques kilomètres de l'endroit où j'ai grandi, où je suis né. Et en passant tous les jours, pendant mon enfance, pendant mon adolescence, auprès de ces bunkers, de ces blocos qui étaient dans les champs, bien souvent je me demandais, tiens, mais à quoi ça servait, pourquoi c'est là?
Et en m'y intéressant, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que derrière ces morceaux de béton, il y avait toute une histoire. Et à partir de l'été 2008, avec la trentaine de bénévoles que compte cette association, les travaux ont commencé ici, au bloc 3, qui était à l'origine une vraie coquille vide, pillée, incendiée, ferraillée, recouvert par la végétation. On a connu beaucoup de difficultés, techniques notamment, mais on est passionné. Alors, la règle, en fait, c'est de respecter un maximum la couleur d'origine, de remettre ce bloc en état et de le rendre le plus fidèle possible. Donc que ce soit dans son apparence, dans sa disposition, les différents meubles, on aimerait que le visiteur arrive dans ce bloc et se rende compte que, si vous voulez, les gars sont partis la veille, tout simplement. On n'est pas là pour simplement gratter du béton, gratter de la ferraille et repeindre. On va bien au-delà de ça. Ce qu'on veut avant tout, c'est redonner une âme à ce bloc, c'est rendre hommage aux anciens combattants qui ont vécu ici toute une partie de leur jeunesse, puisque les équipages ici ont résisté, ont tenu face à des bombardements incessants, jour et nuit. Les soldats français sont restés mobilisés jusqu'au bout, et pourtant on les a oubliés. Pour lutter contre l'oubli, ces détectives amateurs enquêtent. En s'appuyant sur des documents d'archives militaires qu'ils croisent avec des noms dans l'annuaire téléphonique, ils envoient des lettres comme on jetterait une bouteille à la mer. Sur les 270 membres d'équipage, je suis déjà parvenu à contacter 104 familles. C'est plutôt bien. Alors certaines m'envoient des photographies, des livrets militaires, des lettres, des objets, des petits trésors. Sur cette photo, on voit le visage de l'adjudant-chef Georges Mercier, donc qui commandait le bloc numéro 4 de l'ouvrage. On est parvenu à contacter son fils récemment, qui nous a envoyé l'insigne du 156e régiment d'infanterie de forteresse de son père. Et en cherchant sur des sites d'enchères, sur le net, on a découvert cette photo-là, où en fait on voit l'adjudant-chef Mercier en tête de colonne de prisonniers, et il a cet insigne sur la poche de sa veste. Et ouais, c'est quand même une émotion, parce que c'est pour eux qu'on œuvre, et de voir leur visage, c'est humain en fait. L'humain, pour renouer le fil de l'histoire de ces familles, invités à découvrir l'ouvrage restauré et plonger dans le quotidien de leurs pères, grands-pères ou oncles qui se sont battus jusqu'au bout. Je suis Simon Petitot, la personne qui vous a envoyé un jour un courrier à la recherche d'un parent, d'un oncle qui était affecté sur le petit ouvrage de l'Audrefort. À partir du 15 juin 1940, les ouvrages du secteur fortifié de Folquemont. Mon père m'a raconté cette histoire longtemps après, disons de façon par bribes, et en particulier sur des moments où il y avait des commémorations, donc quelquefois il parlait effectivement. C'était un moment très dur pour lui. Donc le 18 juin 1940, un émissaire allemand va se présenter devant le bloc 3. Il est arrivé de la ferme du Brandstuden, qui est sur la colline là-haut. Et il va demander à l'équipage de déposer les armes. Et le capitaine Caccio va lui répondre « Je n'ai aucun ordre à recevoir du Führer. Je combattrai ici jusqu'à mon dernier souffle. » Mon oncle, ce qu'il aurait voulu, c'était ça, c'est de parler de la ligne Maginot, de se souvenir que comment ces soldats se sont battus, tout ce que disent ces jeunes-là. Et il en serait vraiment très très fier. Et eux, ils ont tellement de respect pour les hommes-là qu'ils me donnent la chair de poule. C'est comme si je connaissais mon oncle à l'âge là, quoi.
Il y a quand même une quarantaine de familles, plus de 130 personnes. C'est quelque chose qui est vraiment unique, même sur la ligne Maginot en général. Il y en a qui viennent de l'autre bout de la France, hein, et forcément ça nous touche énormément. Que vous ayez La transmission, c'est ce que notre oncle a écrit. Il a dit il faut que vous parliez de la ligne Maginot. Donc on parle à l'unisson. Quand j'entends ces hommes-là parler de ça, mon oncle m'a donné une mission. Et eux, ils font cette mission, ils n'ont même pas eu l'ordre. Je veux dire, ça m'émeut beaucoup. Aujourd'hui, du Grand Est aux Alpes, quelques 300 000 visiteurs arpentent Blockhaus et galeries de la fameuse Muraille de France. Elle garde encore l'image d'un échec retentissant, mais sa véritable histoire et celle des soldats qui y ont combattu émerge enfin.